Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de deux tomes. Il s'agit de La gloire de mon père et Le château de ma mère. Il s'agit de deux tomes qui font partie des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Les deux tomes sont parus en 1957. Joseph, le père de Marcel Pagnol, a eu un père tailleur de pierre et il se donnait beaucoup de peine pour payer des études à ses 6 enfants. Le père de Marcel Pagnol a ainsi pu entrer à l'école normale et devenir instituteur. Joseph a rencontré une couturière qui s'appelle Augustine et il s'est marié avec elle. Quand Marcel Pagnol naît, son père a 25 ans et sa mère 19 ans. Il ne lui reste plus que quelques flashs de sa vie à Aubagne où il a vécu 3 ans. La famille part ensuite à Saint-Loup où son père a un autre poste d'instituteur. Quand la mère va au marché, elle laisse son fils aîné dans la classe de son mari. Marcel écoute les leçons de son père et apprend. Un jour, il surprend son père en lisant une phrase alors qu'il est moins âgé que les autres élèves. Cela impressionne son père, mais cela fait aussi peur à sa mère qui ne lui autorise plus l'école jusqu'à ses 6 ans. Marcel a un petit frère qui s'appelle Paul. Le père reçoit une affectation dans une école de Marseille. Sa tante Rose prend l'habitude d'amener Marcel à un étang pour que l'enfant puisse donner à manger aux canards. Elle y rencontre un homme. Rose et Marcel reviennent souvent dans ce parc et l'homme donne à Marcel des activités pour qu'il puisse se retrouver seul avec la tante. Cet homme deviendra son oncle Jules car il se mariera avec sa tante. Marcel a une petite sœur. La tante Rose tombe enceinte et elle donne naissance à un garçon. La famille loue une maison de campagne. Joseph part avec son fils aîné chez le brocanteur pour lui acheter des meubles afin de meubler cette nouvelle maison. Après avoir retapé les meubles, les affaires sont transportées dans une charrette, tandis que la famille se rend dans leur maison de campagne en prenant le tramway puis en continuant à pied. Marcel, qui a alors 8 ans, aime tout de suite le paysage. Ils se rendent à la Bastide Neuve, qui se situe au Bellon. Les enfants s'amusent dans la campagne, ils font des combats d'insectes et jouent aux Indiens. Le père et l'oncle veulent chasser le gibier. L'oncle Jules leur parle de la barre Tavel, qui est une grosse perdrix qui existerait selon un homme, qui s'appelle Edmond des Papillons. C'est très rare de voir cet animal et c'est encore plus rare de le tuer. Les deux hommes se lancent dans la fabrication de cartouches. L'oncle raconte des histoires d'incidents qui se sont passés avec des fusils, ce qui inquiète la mère. Ils font des essais avant l'ouverture de la chasse. Marcel arrive à convaincre son père et son oncle de l'emmener avec eux lors de l'ouverture de la chasse, alors qu'au début ils étaient réticents. Les deux hommes lui mentent en lui disant que l'ouverture a lieu le surlendemain alors qu'elle se passe le lendemain. C'est Paul qui met son grand frère au courant et qui réveille son frère qui s'était endormi bien que sa volonté était de rester éveillé. Marcel décide de suivre son père et son oncle sans qu'ils ne soient au courant et il veut se montrer que quand il sera trop tard pour rebrousser chemin. Marcel assiste au premier coup de fusil de son oncle et de son père. Marcel fait pousser le gibier contre son père car il ne veut pas que son père rentre bredouille. Marcel les perd de vue, il décide de les rejoindre en passant par un autre chemin, mais il se perd et il décide de retourner sur ses pas, mais il se perd encore une fois. Il finit tout de même par retrouver son père et son oncle. Il trouve deux Bartavel tués grâce au coup de fusil de son père, alors que l'oncle pensait que le père les avait loupés. Tout le village est admiratif de l'exploit du père et le curé les prend en photo. Maintenant, à chaque fois que le père et l'oncle partent à la chasse, Marcel les suit.
Lors d'une chasse, Marcel rencontre Lily qui a tendu un piège et a pris un oiseau. Lily relève ses autres pièges. Lily se plaint du manque de respect des touristes. Il dit qu'il connaît des sources, mais il ne veut pas révéler les endroits car cela ne se fait pas même en famille. Marcel et Lily deviennent amis. Le père achète des pièges à son fils et Marcel se met à braconner. Lily fait découvrir à Marcel plein d'endroits et Marcel lui passe en contrepartie un peu de son savoir. Un jour de pluie, Lily lui révèle l'existence d'un tunnel où ils se rendent pour s'abriter. À l'intérieur, ils trouvent un grand-duc et ils ont peur car ils pensent que cet oiseau va leur crever les yeux. Ils se perdent avant de retrouver la maison et de revenir tremper. La famille doit bientôt partir car c'est bientôt la rentrée scolaire. Ils pourront revenir à Noël. Cela ne plaît pas à Marcel qui aimerait rester dans cet endroit. Marcel propose au père de partir à l'école en vélo afin que la famille puisse rester dans la Bastide. Marcel débute une grève de la faim, puis il veut tomber malade. Dans ce but, il va sous la pluie avec son ami afin d'attraper une maladie. Il parle avec Lily et il lui dit la volonté de se cacher dans une grotte et de vivre en ermite pour que sa famille ne le trouve pas. Il se base sur les histoires qu'il a lues dans les livres et sur l'histoire de Robinson Crusoe pour peu à peu convaincre son amie Lily. Le soir, Lily vient chercher son amie afin d'aller à la grotte. En chemin, Marcel a peur des bruits, il a peur aussi d'un fantôme dont Lily vient de lui raconter l'histoire, et il a peur aussi des deux hiboux qu'il croit être dans la grotte et qu'il faudra tuer. Ne voulant pas montrer à son ami qu'il a peur, il lui invente une histoire de quantité d'eau qu'il lui faudrait pour se laver afin de se débarrasser des microbes qui pourraient le tuer. Marcel et Lily reviennent à la maison. La famille repart pour Marseille. Marcel retourne à l'école et les instituteurs lui mettent la pression afin qu'il obtienne une bourse. Marcel pense souvent à la campagne. Il reçoit une lettre de Lily pleine de fautes d'orthographe. Après avoir fait une lettre parfaite, Marcel décide d'y répondre en faisant volontairement plein de fautes. La famille revient à la Bastide pour Noël durant 8 jours. Sur la route, il rencontre Lily qui les attendait même s'il ne va pas l'avouer. L'oncle vient à vélo tous les jours. La mère veut revenir à la Bastide tous les week-ends, mais le père ne peut pas à cause de son emploi du temps. La mère fréquente la femme du directeur de l'école et en devient son amie, dans le but que l'école change l'emploi du temps de Joseph afin de lui faire reprendre les cours plus tard le lundi. En chemin, la famille rencontre Bouzigues, qui est un ancien élève de Joseph qui surveille les canaux. C'est un piqueur. Quand la famille lui exprime la fatigue à cause du détour à faire pour arriver à la Bastide, il leur passe une clé pour passer par plusieurs propriétés afin de raccourcir leur trajet. Le père n'a pas envie d'utiliser cette clé car ce moyen n'est pas légal et car cela pèse sur sa conscience. Pour le retour à Marseille, la famille n'utilise pas cette clé, mais la semaine d'après, oui. Un jour, en passant par le raccourci, il tombe sur un homme. La famille prend peur, mais finalement cet homme, qui est un ancien colonel, leur vient en aide en portant leurs affaires. Dans une autre propriété, ils rencontrent un paysan avec une fourche qui ne leur fait peur que pour contenter ses patrons, et il leur indique un autre chemin. Il existe un dernier endroit où il y a un château qui terrifie sa mère qui a peur de rencontrer le propriétaire. À la fin de l'année scolaire, Marcel passe son examen et il finit second. C'est le temps des vacances, la famille retourne à la Bastide. Au moment de passer la porte du château, ils s'aperçoivent que la porte est fermée avec une chaîne et un cadenas. La famille tombe sur un garde qui leur fait peur. Il veut leur mettre un PV, ce qui ferait du tort au travail d'instituteur du père. Le père a peur de perdre son travail et de devoir en chercher un autre. Bouzigues arrange l'affaire en voulant mettre un PV au garde car il a mis une chaîne et un cadenas, ce qui gêne son travail de piqueur. Le garde se rétracte et l'affaire en reste là. Quand Marcel a 15 ans, sa mère meurt.
Plus tard, quand Marcel Pagnol a fondé une société de films et qu'il a besoin d'un endroit, il achète sans le savoir le château où il y avait le garde. Quand il y va, il se rend compte que c'est le château où il est passé étant enfant et que c'est le château qui a terrifié sa mère. Il est pris d'une certaine rage car le garde a humilié son père et a fait peur à sa mère alors que 15 ans plus tard, ce domaine lui appartient. Les terrasses de ce val-là étaient couvertes d'oliviers, à 4 ou 5 troncs plantés en rond. Ils se penchaient un peu en arrière pour avoir la place d'épanouir leur feuillage, qui formait un seul bouquet. Il y avait aussi des amandiers d'un vert tendre et des abricotiers luisants. Je ne savais pas les noms de ces arbres, mais je les aimais aussitôt. Entre eux, la terre était inculte et couverte d'une herbe jaune et brune dont le paysan nous apprit que c'était de la baouco. On aurait dit du foin séché, mais celles-là sont un naturel. Au printemps, pour participer à l'allégresse générale, il fait un effort et verdit faiblement. Mais malgré cette pauvre mine, elle est vivace et vigoureuse comme toutes les plantes qui ne servent à rien. C'est là que je vis pour la première fois des touffes d'un vert sombre qui émergeaient de cette baouco et qui figuraient des oliviers en miniature. Je quittai le chemin, je courus toucher leurs petites feuilles. Un parfum puissant s'éleva comme un nuage et m'enveloppa tout entier. C'était une odeur inconnue, une odeur sombre et soutenue, qui s'épanouit dans ma tête et pénétra jusqu'à mon cœur. C'était le thym qui pousse au gravier des garrigues. Ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre pour annoncer au petit écolier le parfum futur de Virgile.